Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité. N'en déplaise à Simone Signoret, votre nouvel album démontre que la nostalgie peut toujours être ce qu'elle était. Vous portez un costume blanc sur la pochette de 70s, un album paradoxalement haut en couleur. Bonjour Denis Briand. Bonjour Jacques. Alors on vous retrouve dans les clés d'une vie tous les 2 ans à peu près. Et là vous revenez avec un nouvel album original 70s dont on va parler longuement, qui va être le fil conducteur de notre émission à travers des dates clés. Et la première date que j'ai trouvée, c'est une date récente, mais pas joyeuse. C'est le 4 février 2022, car je crois que cette date-là correspond à l'origine de cet album. C'est le soir où vous êtes au Palais des Sports. Ah oui, tout à fait, vous êtes bien renseigné, comme toujours. Le 4 février 2022, oui, c'est un soir en fait où de joie, tout le monde est là, toute ma maison de disques, les gens avec qui je travaille, la famille est réunie pour célébrer l'œuvre de Charles, parce que un an auparavant, j'avais fait un album consacré à mon maître, ce que je considérais être mon maître. Et donc c'était une fête géniale, c'était après le Covid, on était tous là, on était heureux. Et puis donc après la soirée, qui s'est très bien passée, même si les spectateurs étaient masqués, parce qu'on était encore un peu le Covid, ça fait bizarre de chanter devant des gens masqués. Eh bien, mon frère est venu dans ma loge et m'a annoncé que il a eu une récidive avec une maladie, voilà. Et effectivement, ça vous a fait prendre conscience que la vie, il fallait la vivre et avec la nostalgie des moments heureux. C'est-à-dire que à partir de ce moment-là, ça a été une course contre la montre. Je l'ai accompagné de médecins en hôpitaux, tout ça pour le soigner, faire ses chimios, tout ça. Et puis ça nous a rapprochés un peu parce que on s'est beaucoup vus jusqu'à l'âge de 20 ans, mais après on s'est un peu perdu de vue avec nos vies, avec nos femmes et nos enfants. Mais la maladie nous a rapprochés et je ne sais pas pourquoi, durant cette période, on avait envie de se replonger dans notre enfance et on a regardé Amicalement Vôtre, on a réécouté les chansons de Michel Fugain et le Big Bazar. Et au fur et à mesure, je me suis dit pourquoi pas ne pas faire un album consacré aux années 70, parce que finalement c'est les années où on a été le plus heureux, lui et moi. Voilà. Alors vous étiez aussi heureux à ce Palais des Sports. Il faut savoir que le Palais des Sports est né juste avant les 70s, en 60, et au départ les spectacles c'était le Bourgeois Gentilhomme, c'était les ballets de Moscou, et celui qui a mis le feu justement au Palais des Sports et permis qu'il y ait des concerts, c'est Johnny. Je m'en rappelle très bien. Qui a commencé en 69 et en 71 il est revenu avec un jeune pianiste qui s'appelait Michel Polnareff. Ah oui, très bien. Donc oui. Ça a vraiment lancé le Palais des Sports. Et Aznavour finalement ça a été aussi, on en a parlé il y a 2 ans et on en reparle aujourd'hui, ça a été un miracle parce qu'il connaissait les rythmes qui vous étaient chers. C'est-à-dire que c'est grâce à ces rythmes que vous avez fait. Oui, c'est-à-dire que moi j'ai découvert à l'âge de 18 ans les premières chansons d'Aznavour, c'est-à-dire Le Feutre topé, Pour faire une jam, sont peut-être les chansons les moins connues. C'est la période Ducretet-Thompson, avant qu'il aille chez Barclay. Et j'ai une passion pour ces premières chansons. Voilà, il y avait des chansons très très swing et je me suis dit c'est incroyable qu'on puisse faire swinger autant le français. Je crois qu'il y a lui et Beko qui ont fait swinger le français dans les années 50. Et donc je me suis dit moi tiens j'aimerais bien reprendre un peu ce registre de mettre du swing dans le français. Voilà, il se trouve que Aznavour et Beko se sont connus chez Piaf, où ils étaient tous les 2 hébergés par Piaf. Lui, elle l'appelait le génicon. Ils écrivaient des chansons en cachette de peur que Piaf les récupère ensuite pour elle. Tout à fait, ils en écrivent pas mal ensemble. Oui. Ils en écrivent une 15aine à peu près. Et ils ont failli les réenregistrer, mais Beko est mort trop tôt. C'est dommage. Alors, l'idée de cet album 70s, effectivement 70s, c'est un terme, c'est 70, mais c'est pas seulement 70. C'est mon enfance et c'est le constat aussi que dans cette période très morose que nous traversons, j'ai eu envie de retourner un peu en arrière et m'apercevoir qu'il y a eu des décennies, peut-être les 30 glorieuses, bon ça j'ai pas tout vécu, mais les 70 c'était mon enfance et surtout je me suis aperçu que c'était une parenthèse enchantée où tout était possible et où la chanson, le cinéma, la liberté étaient au maximum de la créativité. J'ai adoré les chansons des années 70. Voilà. Et en même temps, c'est la première fois que vous vous livrez dans une sorte d'autobiographie musicale. C'est vrai que là, j'ai abordé des thèmes très personnels. J'ai parlé de ma mère, j'ai parlé de mon frère, j'ai parlé de choses... Parce que c'est aussi la famille des années 70. Je me rappelle très bien de cette télé au milieu du salon. Il n'y en avait qu'une. Donc on était tous ensemble. On ne pouvait pas aller se cacher dans notre chambre avec notre écran. On parlait ensemble, on mangeait ensemble. Et donc les liens familiaux étaient très très forts à cette époque. Et justement, ces liens familiaux, vous les évoquez dans cet album avec cette chanson « À mon frère ». Nous étions 2 frères, nous étions 2 fous qui faisaient la fête, se moquaient de tout, d'une voix superbe.
chantait sa vie. C'était un poète, c'était un génie. Et dans notre chant... Quand on écoute cette chanson, il y a des inflexions de Charles Aznavour. Ah, toujours, c'est ce qu'on m'a dit depuis toujours, mais je n'ai jamais refusé ça. Ça fait partie de mes influences, comme d'autres ont des influences de Paul Naref. Vous voyez, on est toujours le fils de quelqu'un. Donc, je sais qu'on a le même sens du swing, Charles Aznavour et moi, et on a voulu être des crooners. Moi, j'ai voulu être un crooner. Donc, on est toujours un peu sur ce registre, un peu de la voix qui caresse. Alors, il se trouve aussi qu'il y a ces 70s, mais il y a les pré-70s aussi, car il faut savoir que vous êtes né en Tunisie et que vous êtes arrivé en France très très jeune parce que l'épicerie de vos parents a été attaquée par des énergumènes. Tout à fait. Mes parents étaient en Tunisie depuis des décennies, bien sûr, hein. Et donc, il y a eu des petits soucis de politique. Donc, mes parents qui avaient construit leur vie en Tunisie sont partis du jour au lendemain. Ils se sont retrouvés en France sans rien. Mon père avait une belle situation en Tunisie et s'est retrouvé manutentionnaire dans un Franprix. Donc je peux vous dire, à la maison, c'était pas très très gai. Et moi, je m'évadais par la chanson et le cinéma. Et en revanche, moi, j'étais très heureux d'être en France parce qu'avec l'école, je découvrais un monde qu'il n'y avait pas à la maison, que je ne connaissais pas. Alors au départ, c'est Sainte-Geneviève-des-Bois que vous quittez ensuite quand votre père, je crois, ouvre une épicerie à Montmartre. Tout à fait. Et il se trouve que vous avez quitté Sainte-Geneviève-des-Bois au bon moment, car c'est là que le premier RIP supermarché a ouvert à ce moment-là, quand votre père est parti. Ah oui, il y a le carrefour, oui, je me rappelle très bien. Voilà. C'est le premier carrefour à Sainte-Geneviève-des-Bois. C'était une ville, en fait, on faisait ses courses, mais c'était nouveau, quoi. Voilà. Ouais. On appelait ça les magasins à la campagne. Ah oui, tout à fait. Mais je m'en souviens très bien. Alors Montmartre, vraiment, vous découvrez Montmartre dans vos jeunes années, c'est l'époque où il y a Michou, Dalida, qui sont les gloires de Montmartre. Bah oui, je me suis beaucoup baladé dans Paris tout seul à partir de l'âge de 11 ans. J'ai commencé à découvrir le métro et j'ai adoré être à Paris comme ça à mon adolescence. Et Paris est une ville très importante plus tard pour mon inspiration, pour mes rencontres. Et je pense que sans Paris, j'aurais pas fait. Surtout après Montmartre, j'ai découvert Saint-Germain. Mais c'est des quartiers qui m'ont pris par la main. Oui, et effectivement, Paris à l'époque, courir en métro ou rouler en voiture n'était pas un problème. Il n'y avait pas l'agression, ça se passait bien. Et il y avait une particularité dans votre épicerie à Montmartre, c'est une odeur permanente de jasmin, je crois, Danny Briand. Oui, mon père avait... ça fait partie des vestiges qu'il avait emmené avec lui. C'était une épicerie orientale, donc il y avait des parfums, il y avait des épices, J'ai grandi dans ces odeurs-là, et c'est vrai que, en fait, ces parfums, c'est comme mes madeleines de Proust. Mais malheureusement, mon père, son épicerie, il n'a pas très bien géré, donc au bout d'un an... il a dû mettre la clé sous la porte. Mais le jasmin, c'était important. Je crois qu'il y a le jasmin de Tunisie, qu'on appelle le jasmin officinal, qui est une plante grimpante à feuillage caduc et qui peut atteindre 10 mètres de hauteur. Oula, non mais il n'y avait pas ça, il n'y avait pas cette place. Alors, il se trouve que vos études, ça a commencé très très tôt. Et vous dites dans une chanson qu'on va écouter, « À l'école, je travaillais, je voulais être le premier, je voulais toujours que tu sois fière de moi, maman. » Maman, on n'avait pas beaucoup d'argent. Je voulais vite être grand pour te couvrir de présents. Maman, il n'y a pas d'amour plus grand qu'une maman pour son enfant. Merci maman. Une petite remarque, des paroles avec une musique qu'on retient et un orchestre, c'est rare aujourd'hui, Danny Briand. Ah bah moi, vous savez, je suis dans la vieille tradition de la chanson française où la mélodie est très importante. Et après le texte aussi. Enfin, les deux sont importants. Vous savez, à la SACEM, c'est 50-50 quand on dépose, parce que les deux sont aussi importants l'un que l'autre. Alors, votre maman, c'est la première fois que vous en parlez, et vous en parlez dans cette chanson, avec notamment sur la pochette de l'album des photos de famille. Ça, c'est nouveau aussi, Danny Briand. Oui, j'ouvre un peu mon cœur, parce que quand on a une relation avec le public depuis 3 décennies maintenant, le public, on fait partie de la famille. Donc ça me dérange pas de leur montrer des choses parce que c'est ma famille. Au début, j'étais peut-être un peu réservé sur la réserve, un peu sur la méfiance. Est-ce qu'ils vont m'accepter? Est-ce que ça va durer? Et là, avec la durée, vous voyez, on s'ouvre un peu, on lâche prise. Donc je peux montrer ces photos-là à présent aujourd'hui. Et dans cette chanson, vous dites, tu as dû quitter ton pays, tes jours heureux et tes amis pour nous offrir une autre vie. Oui. C'est vrai que votre jeunesse n'a pas été facile, elle était modeste et que votre mère a été très importante, Danny Briand.
Oui, c'est vrai, ma mère, c'est le pilier de ma famille, plus que mon père, parce que mon père, je pense qu'il a toujours été en dépression quand il a quitté. Et ma mère, c'est elle qui tenait ses 3 enfants. Elle voulait vraiment qu'on s'en sorte. Elle voulait vraiment, par l'école notamment. Et je lui rends hommage dans cette chanson pour lui dire merci d'avoir eu cette rigueur, cette force pour qu'on s'en sorte, quoi. Parce que voilà, c'est vrai que c'était pas évident, mais je remercie aussi ce pays de la France, qui est un pays magnifique, qui nous a ouvert les bras, qui nous a donné sa culture et qui nous a tout donné. Donc oui. Voilà, donc je suis très reconnaissant à ma mère et aussi à la France. Voilà. Et puis votre mère, vous dites encore dans cette chanson qu'il y avait des festins permanents à table, alors que c'était pas évident non plus. Oui, elle se débrouillait pour nous fabriquer avec des restes de, enfin je veux pas faire pleurer, mais avec des bouts de pain, ils nous faisaient du pain perdu, des trucs comme ça, parce que évidemment on n'avait pas beaucoup d'argent, mais tout ça, moi, ça m'a pas gêné. Moi, j'étais heureux. Je m'en rendais pas compte. C'est après que j'ai vu que c'est vrai que c'était une vie un peu modeste. Mais sur le moment, je voyais pas la différence. Moi, j'étais bien. Et puis ça m'a donné la rage parce que je voulais m'en sortir. Et je voulais, en fait, mon but, c'était toujours d'aider mes parents. Je voulais que mes parents s'en sortent. Vous vouliez la couvrir de cadeaux, dites-vous, dans cette chanson. Oui. Et ben, en tout cas, le cadeau, c'est de vous recevoir aujourd'hui pour ce nouvel album, dont on va continuer à parler à travers une autre date, le 15 juin 1982. À tout de suite sur Sud Radio avec Danny Briand. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Danny Briand à l'occasion de la sortie de ce nouvel album 70s, qui est un événement parce que c'est un album fait de chansons originales et autobiographiques. On a commencé à en parler, on va écouter d'autres extraits de chansons de cet album. Et il y a une date importante dans votre vie que j'ai repérée, c'est le 15 juin 1982, car ce jour-là, c'est le jour de l'écrit du bac, et vous avez passé le bac à 16 ans et demi. Oui, c'est ça, 16 ans et demi, 17 ans, hein, parce que, bon, comme j'ai un an d'avance, on ne sait jamais quand ça commence. Oui, dès que j'ai eu mon bac, en fait, j'ai eu envie de faire un métier qui plaisait beaucoup à ma mère, c'est médecin. Oui. Donc je suis allé m'inscrire en médecine. Donc j'étais et puis alors j'ai quitté mes parents. Hein. C'est pas 18 ans, à 17 ans j'ai quitté ma province. Voilà. Et puis j'ai pris une chambre rue du Four et là j'ai commencé ma vie d'étudiant. Oui, étudiant et musicien, parce que la musique, je crois aussi, votre père et votre oncle vous avez donné le goût de la musique. Oui, mon oncle était un grand musicien de musique judéo-arabe en Tunisie et il était beaucoup dans les mariages, les fêtes, parce qu'avant les musiciens, c'était surtout on les appelait quand il y avait des fêtes, etc. Et donc je l'ai pas connu beaucoup, mais à Paris, il y avait souvent des fêtes. Il venait avec son luth et ses musiciens orientaux. Donc j'ai beaucoup écouté de musique orientale, très rythmée. Et mon père aussi chantait énormément. Il avait une collection de vinyles et je crois qu'il était très mélomane. Je le soupçonne même d'être un chanteur contrarié. Voilà, je pense qu'il aurait aimé être chanteur. Et je crois que c'est votre grand-père, Danny Briand, qui vous a offert votre première guitare. Voilà, comme il voyait que je chantais toute la journée, je travaillais bien à l'école, hein, mais je sais pas, j'avais une passion pour la chanson, surtout la chanson de l'époque. J'écoutais beaucoup de Joe Dassin, de Claude François, de Serge Reggiani, tout ça. Et il a vu, il m'a dit tiens, on va lui offrir une guitare. Puis avec cette guitare, évidemment, ça a été mon instrument. D'autodidacte, j'ai appris à faire de la musique comme ça à l'oreille. Et la musique, vous l'avez vraiment découverte à Saint-Germain-des-Prés, oui, en habitant rue du Four, à quelques mètres de l'endroit où il y a un café, où en une demi-heure un matin, Guy Béard est arrivé, a pris son cahier et a écrit « Il n'y a plus d'après ». Ah, mais quelle magnifique chanson. Une magnifique chanson. J'adore cette chanson. Et Saint-Germain, c'est le cœur de vos débuts. Oui. Et vous évoquez en filigrane ces débuts à travers une chanson qui était déjà sur votre premier album, « Caroline est en colère ». Caroline est en colère. Caroline est en colère. Caroline est en colère. Caroline est en colère. Ah vraiment tu exagères. Elle a vraiment tout pour plaire. Là, c'est un rythme très différent. Pourquoi avoir repris cette chanson Danny Briand? Ah parce que comme c'est un album 70s et que c'est des sons un peu psychédéliques, je me suis rappelé que j'avais fait une chanson comme ça, un peu dans cette ambiance un peu début des années 70. C'est ce genre de chanson, on l'entendait pas mal dans les caves de Saint-Germain, hein, oui, dans les années 70. Et donc voilà, je trouve qu'elle allait bien. Et puis c'est la première fois que je fais une reprise de moi-même. Je trouvais ça drôle. Alors en plus, c'était une époque où les histoires d'amour de ce genre, où on se quittait, on se retrouvait, c'était courant et banal. Oui, c'est vrai que ça durait le temps d'une nuit, tout ça, mais c'était la liberté. Je pense que c'était l'époque, c'était une époque de liberté. Je pense que les gens avaient envie de se libérer de tout, et même dans les relations amoureuses et tout, c'était très léger. Et puis les nuits à Saint-Germain-des-Prés étaient joyeuses, car vous avez vécu les nuits de Saint-Germain-des-Prés de légende.
C'est fou parce que je suis arrivé un moment dans un cabaret qui s'appelait Les Trois Maillets, qui était un peu plus loin que Saint-Germain, mais qui avait l'esprit Saint-Germain. C'était une cave où il y avait des musiciens de jazz qui passaient. Et j'ai vécu là 5 ou 6 ans vraiment magnifique, puisque j'ai fait des rencontres extraordinaires, des profs de philo, des comédiens. J'ai vu Boringer à l'époque ici. J'ai vu Michel Legrand qui est venu jouer. J'ai vu Nina Simone. Qui avait pas encore rebondi avec son tube, vous savez, My Baby Just Cares for Me. Oui. Je l'ai croisé là-bas, plus personne la connaissait. Il y avait Smile qui l'a présenté. Donc j'ai eu la chance de vivre une époque comme ça, très artistique, avec beaucoup de mélange d'acteurs, d'auteurs. Enfin bon, pour moi c'était un Saint-Germain-des-Prés dans les années 80. Oui, mais vous avez en même temps appris votre métier à une époque où les gens sortaient le soir dans les cabarets. J'ai tout appris là. J'ai tout appris ici. C'est-à-dire qu'au départ, j'avais écrit aucune chanson, j'avais jamais chanté devant un public, et j'ai tout appris, comment se tenir sur scène, avoir un costume, comment parler au public, comment écrire des chansons. J'ai même croisé Georges Moustaki, qui était pas loin, qui était à l'île Saint-Louis, qui venait me donner des tuyaux. Enfin bon, ça a été une époque formidable. Voilà. Je crois qu'il a débuté en faisant la Manche à Saint-Germain-des-Prés, Georges Moustaki. Oui, comme beaucoup. Comme beaucoup. Et vous aussi, d'ailleurs, vous avez chanté comme ça dans les rues. Moi, c'était un hasard. Je cherchais un job d'été. Après ma première année de médecine, je n'avais pas trouvé grand-chose. Et mon voisin de palier, qui jouait le saxophone, me dit « Tiens, si on allait jouer sur les terrasses ?» Et je l'ai suivi, et puis voilà, tout a commencé comme ça. Voilà. Et les clubs de Saint-Germain-des-Prés traditionnels de jazz, vous y êtes allés à l'époque Alors à l'époque, il y avait le Montana, oui. Il y avait le Bill Bocquet, oui. Qui était toujours d'actualité. Il y avait un hôtel qui s'appelait La Villa où il y avait du jazz. Et puis au fur et à mesure, tous ces clubs ont disparu. Puis le Bill Bocquet est devenu je sais plus quoi, des costes, enfin tout ça. Mais bon, il n'y a plus tellement de jazz à Saint-Germain aujourd'hui. Non, à l'époque, il y avait le soir Sacha Distel qui venait faire un bœuf, Nicoletta que personne ne connaissait, qui habitait dans un hôtel voisin et qui venait chanter. Oui. Et il y avait aussi Nino Ferrer qui vous a marqué. Tout à fait. Nino Ferrer, vous l'évoquez justement, c'est quelqu'un qui vous a marqué. Quand j'ai repris l'esprit un peu 70s, je pouvais pas passer dans Nino Ferrer, parce que Nino Ferrer, comme Claude François, c'est les deux chanteurs français qui se sont beaucoup inspirés de la Motown, de la soul music. Ils l'ont amené en France. Donc les chansons de Nino Ferrer, évidemment, quand on écoute mon album, je pense qu'on sent les influences de Nino Ferrer. Voilà, Nino Ferrer qui a commencé justement au Bill Bocquet, qui était musicien de Nancy Holloway, et un soir il y a Barclay qui vient, et c'est comme ça qu'il a fait son premier disque, qui était Mirza, qui était le souvenir du chien de ses parents qui partait tout le temps. C'est une chanson très drôle. Voilà, et il a évolué ensuite vers des rythmes qui vous sont chers. Bien sûr, parce que c'est la soul, mais c'est aussi quand on écoute le Sud, quand on écoute toutes ces chansons magnifiques, où là il y a cette très belle chanson là. De la fille qui meurt dans un avion. Oui. Comment s'appelle le titre de cette chanson? Je ne sais plus le titre, mais enfin... bref. Ça va nous revenir. Oui. Et Dutronc aussi, vous évoquez Dutronc. Oui, Dutronc aussi, c'est beaucoup inspiré des rythmes un peu pop de la fin des années 60, début 70. Et puis il y avait beaucoup d'humour chez Dutronc. C'est des chansons où il y a de l'humour, même s'il dénonçait des choses un peu politiques, tout ça. J'aime beaucoup son humour décalé. C'est vraiment, il avait son style à lui. Exactement. Et il était capable de faire n'importe quelle farce. Il arrivait au studio de radio avec son adjoint qui était Calafate, qui était déguisé en homme préhistorique, et il le présentait comme son assistant. Voilà, c'est ça. En fait, je pense que tous ces gens-là flirtaient avec le surréalisme. Ouais. C'était des gens qui étaient loufoques, ou Boris Vian les a beaucoup inspirés, je crois. Ça aussi, Boris Vian vous a inspiré, Danny Briand. Beaucoup, parce qu'il y avait un humour, une poésie, même quelque chose d'un peu tragique derrière. Mais je crois que Boris Vian a inspiré beaucoup de chanteurs. Et puis il y a une autre chanson de cet album dont on va parler, qui s'appelle « Je voudrais bien rester fidèle ». Je voudrais bien rester toujours fidèle à ma jeunesse et à mes ambitions. En chemin, j'ai sacrifié tant de rêves que j'ai souvent changé de direction. Est-ce mon ange, mon démon, qui va gagner cette compétition? Suis-je un rebelle? Alors, est-ce que vous êtes un rebelle, un ange ou un démon? Pourquoi? C'est ça le problème, c'est le tiraillement. Voilà. Oui, c'est une chanson sur la fidélité, dans une époque où on se distrait à en mourir, où les tentations sont permanentes. Comment trouver sa route, comment la garder, et voilà, être influencé par qui, l'ange ou le démon? C'est le vrai problème de notre époque. Alors que je pense que dans les années 70, on savait qui on était, on poursuivit son chemin. Et là, on est, temps en temps, je vais dire qu'on est un peu paumé par moment. Voilà. Alors, vous saviez où vous alliez, mais vous aviez aussi une éducation très importante que votre mère vous avait donnée.
Je crois que l'éducation, oui, c'est vrai que c'est comme sur un bateau, c'est le gouvernail, quoi. C'est ça qui vous donne votre colonne vertébrale. Voilà, c'est vrai qu'il y a quelques principes que j'ai gardés toute ma vie, de jamais trahir mes amis, voilà, d'être respectueux, d'ouvrir la porte devant une femme. Enfin bon, j'ai quelques trucs comme ça, peut-être qui paraissent un peu vieux jeu, mais qui m'ont permis de tenir le coup et de garder mon image. Voilà. Mais justement, vous êtes fidèle à ça, comme fidèle aux traditions, et d'une époque qui était finalement la dernière époque de joie, et avec le recul, vous mesurez que vous l'avez vécu. Oui, c'est vrai qu'on était heureux, mais on s'en rendait pas compte. On pensait que la vie serait toujours heureuse. Et je me souviens, je me suis un peu penché sur la période. Et je sais que Georges Pompidou, son programme, c'était ni le pouvoir d'achat, ni tout dont on parle aujourd'hui, c'était de rendre les gens heureux. Il disait, je voudrais le bonheur pour les Français. Et quand on sait qu'il a écrit une anthologie de la poésie, on avait un président poète pendant 4 ans, entre 69 et 74, je pense que c'est normal que cette époque était magnifique. Quoi. Et il avait dit aux fonctionnaires, arrêtez d'emmerder les Français. Voilà, par exemple. Oui, c'est un temps qui a beaucoup changé. Oui. Mais c'est vrai que ce temps-là, on s'en rendait pas compte. Et est-ce qu'on le retrouvera un jour ? Moi, je reste optimiste. Je pense que quand on aura touché le fond, on aura réfléchi. C'est comme les périodes de guerre. Vous savez que les après-guerres sont magnifiques. Regardez les années 50 et tout, ça a été l'âge d'or de la création. Il faut toucher le fond à un moment et on va rebondir. Voilà. En tout cas, nous, on va rebondir dans quelques instants avec une autre date, le 21 avril 1968, qui est liée aussi à votre carrière. À tout de suite sur Sud Radio avec Danny Briand. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Danny Briand, avec ce nouvel album 70s, dont on écoute des extraits des 10 chansons, qui est une autobiographie musicale, ce qui n'était pas évident, il fallait y penser. Et il y a une chanson que je vais évoquer à travers la date du 21 avril 1968. C'est sa création à New York dans une émission de télévision mythique, le Ed Sullivan Show. Cette chanson que vous reprenez, c'est une chanson de Tom Jones. Cette chanson, tout le monde la connaît. Tout le monde la connaît. Et Tom Jones finit tous ses concerts avec cette chanson, je crois. J'ai été voir Tom Jones plusieurs fois au Sporting Club de Monaco notamment, et c'est une chanson qui met les gens debout. Et je pense que je dirais pas que c'est sa plus belle, mais pour moi c'est vraiment le parfum. C'est vrai qu'elle a été créée en 68, mais moi je l'ai entendue toutes les années 70. Ça a été vraiment le tube des années 70. Et puis Tom Jones, pour moi, c'est le dernier crooner. Vous savez que j'ai une passion pour les crooners, et je pense que c'est vraiment lui le dernier, même s'il a un côté un peu plus rock que Sinatra ou que Dean Martin. C'est quand même un crooner, et voilà, je trouve ça magnifique. What's New Pussycat avait été son premier succès. Exactement. Et a marqué l'époque. Et aujourd'hui, je crois qu'il y a 3 ans, il a fait un nouvel album qui s'appelait Surround by Time, avec un inédit, et qui continue à être rocker et à conserver le côté crooner. Bien sûr, on le connaît un peu moins en France, je trouve qu'on n'en parle pas beaucoup, et j'avais envie de lui rendre hommage, voilà. Et cette chanson, vous l'avez entendue toute votre vie ? Oui, c'était une chanson préférée de mon frère. D'ailleurs, je pense que mon frère aimait beaucoup Tom Jones comme moi. Il a appelé son fils Tom, je ne sais pas si c'est par rapport à ça. Mais c'est un chanteur qui nous a beaucoup marqué parce qu'il a une voix très puissante, très sexy. Et puis c'est vraiment le mâle viril avec vous savez, il avait la chemise ouverte. Je sais pas, c'est toute une époque des années 70, quoi. Aujourd'hui, il n'y a aucun mec qui oserait se me présenter comme ça. Non, ça, je pense pas. Alors, et il se trouve aussi que cette chanson a été l'hymne officiel de l'équipe de rugby du Pays de Galles pendant des années, puisqu'elle était gallois, et qu'en fait, comme c'est l'histoire d'un homme jaloux qui tue son amante, et ben aujourd'hui, plus question, ça a été interdit. C'est quand même bizarre. C'est vrai que quand on écoute le texte, c'est un féminicide. C'est quelqu'un qui tue la femme qui l'a trompé. Bon, moi je préfère pas écouter le texte, pour ça en chantant en anglais, ça passe. Voilà. Mais c'est vrai que c'est un rythme très joyeux, en fait, qui décrit un drame. Et personne s'en aperçoit. Personne s'en aperçoit. Alors, vous avez aussi une autre idole, je crois, c'est Dean Martin que vous considérez. Bien sûr, bah oui, bien sûr. Ça aussi, il a marqué. Dean Martin est mon modèle, je crois, pas que vocalement, même vestimentaire. Je crois que je vais tout emprunter, le costume, la coiffure, tout, parce que c'est le latino, quoi. C'est l'italien, mais avec une espèce de flegme, vous voyez, que n'avait pas Sinatra. Sinatra était un peu plus nerveux. Dean, on a l'impression qu'il n'en avait rien à foutre de rien. Je sais pas si vous avez ce sentiment, oui. Qui aimait les crooners. Il avait un flegme incroyable, quoi, italien, quoi. Ben moi, je me souviens d'une soirée au Moulin Rouge où il doit passer à 21h30. Il est passé à 23h30, tellement furieux qu'il a fait 5 chansons, il est reparti.
Et d'ailleurs, on a toujours dit qu'il était ivre-mort sur le plateau. En fait, pendant le Dean Martin Show, il y avait du bourbon à la main, c'était du jus de pomme dedans. Oui, voilà, c'est ça. Ça faisait partie de l'image, quoi. Et finalement, vous avez un côté crooner aussi, finalement, Danny Briand. Bah, j'espère. Moi, c'est ce que je voulais être quand j'ai commencé ce métier. C'est le registre que je voulais faire. Hein. L'important, vous mélangiez Brassens, Presley, Gainsbourg, le jazz. J'ai fait mon mélange de tout, c'est-à-dire que mon style, c'est un peu un mélange de tout ça, de tout ce que j'ai écouté. J'ai trouvé en fait que mon mélange, en fait, c'est un mélange de la rive gauche et de la rive droite. Oui. J'ai mélangé les deux parce que on peut dire que Brassens c'est rive gauche et Elvis Presley, ce serait plutôt la rive droite. Oui. Et j'aime les deux. Enfin, j'ai pas de schisme en fait. En fait, vous êtes beaucoup plus inquiet sur le monde d'aujourd'hui et vous l'évoquez dans une chanson aussi de ce nouvel album qui s'appelle Internet. Je crève, penché sur mon écran. Je rêve d'un peu de sentiment. Les réseaux, les ragots, les ados, le porno, la famille. Alors là, vous y allez fort. Ah oui, je dis ce que je pense. Hein. Voilà. Mais vous dites tout ce que beaucoup pensent tout bas. Oui, c'est-à-dire que c'est un instrument magnifique, je reconnais que c'est la révolution de notre monde, mais c'est un instrument qui isole, d'abord parce que par l'écran, je trouve qu'on s'isole, on va moins vers les autres, on se commande à manger, on cherche même sa fiancée sur un truc, enfin moi je trouve ça c'est anti-romantique pour moi. Et puis, en même temps, j'ai l'impression que c'est un instrument où le bien et le mal se sont mélangés. C'est-à-dire qu'on peut trouver des choses magnifiques et en même temps des choses horribles. Et tout est mélangé. Donc pour mes enfants, j'ai toujours beaucoup de mal quand ils vont dans ce monde-là d'Internet, ils trouvent des choses affreuses. Je suis toujours un peu angoissé. Mais d'un autre côté, on peut se cultiver. Et voilà, c'est le problème de cet instrument qui est très ambigu. Et vous dites dans la chanson, sur TikTok, on se moque, sur Twitter, on fait peur, sur Facebook, on fait plouc. Je ne sais plus à qui parler. Bah voilà. Ça résume tout. C'est mieux de parler en tête à tête, moi je trouve, que passer par ces trucs-là. Voilà. Et on oublie que Facebook, ça date de 2004. C'est Mark Zuckerberg qui l'a créé à l'université. Au départ, c'était quelque chose plus uniquement pour entre étudiants. Ça allait pas plus loin. Et Facebook, parce que c'est trombinoscope en anglais, c'était les photos de ses copains d'université. Ouais, bah quand ça reste comme ça, c'est sympa. C'est simplement après quand ça devient plus un moyen mais une fin. C'est-à-dire qu'on passe des heures à perdre du temps et finalement l'humanité ne se frotte plus à l'humanité. Parce que la vie, c'est quoi ? C'est les rencontres. Bon, moi je trouve que c'est des fausses rencontres. Mais bon. Voilà, mais en même temps, vous osez le dire, ce qui c'est pas évident. J'ose le dire parce qu'en fait, si on le dit, on va être boycotté sur Facebook. Mais moi, je m'en fous. Vous êtes sur Sud Radio, c'est tellement plus important, Danny Briand. Alors, en plus, vous avez connu, vous, le téléphone à touche et le Minitel. C'était autre chose. Oui, mais ça, c'est marrant. C'est marrant. Mais je pense que ces instruments-là, ils sont très importants. Mais le problème, c'est qu'on nous a donné des instruments qu'on n'est pas encore capable de maîtriser. Vous voyez ce que je veux dire ? Peut-être avec les années, on va avoir une discipline pour ne pas en être, pour ne pas qu'on soit l'esclave. Voilà. Et ça vous aide dans votre travail Bien sûr, je m'en sers. Je veux pas être hypocrite, je m'en sers. Je trouve que ça fait gagner du temps. Je commande des taxis, je fais des trucs magnifiques. Simplement, c'est surtout dans le côté romantique. Nous, on a toujours une vision un peu romanesque. Et avant, quand on rencontrait une fille, dans la rue, sur une plage, là, c'est un algorithme qui va choisir votre fiancé. Oui. Ça manque un peu de romantisme. Voilà. Et d'humanité. En même temps, il y a aussi une chose dont il faut se méfier, c'est des orchestrations faites par des machines, alors que vous avez toujours travaillé, et c'est votre force aussi, Danny Briand, avec des orchestres en direct. Toujours. D'ailleurs, quand je ne trouvais pas les orchestres en France, je me suis déplacé. J'ai été faire un album à Cuba, un album à Porto Rico, un album à la Nouvelle-Orléans, parce que je cherchais un son que je ne trouvais plus, qui avait disparu. Et donc j'ai souvent voyagé pour trouver ce dont vous parlez, l'authenticité d'un orchestre. Oui, et la complicité entre le musicien et l'artiste. Aussi, bien sûr, c'est vrai que le musicien, quand on le connaît, il se donnera plus que quelqu'un qu'on prend comme un requin de studio qui nous connaît pas, ou même un ordinateur qui peut jouer les mélodies à notre place, mais ça, c'est d'une froideur. Et même en tournée, vous êtes capable de faire de grands moments d'improvisation ou de fête avec vos musiciens que le public partage. Tout à fait. Vous savez que la musique qui est ma base, c'est le jazz. Et le jazz, c'est l'improvisation. C'est-à-dire que les gens sont libres de jouer ce qu'ils veulent. Ils sont pas enfermés dans une mélodie. À un moment, je les laisse s'exprimer pendant 3-4 minutes. Et le public adore ça. Et vous-même, c'est une façon aussi de profiter de la musique.
Oui, la musique est un partage, et puis surtout, c'est un échange. Moi, je dis que c'est de l'amour. Alors justement, l'amour, je veux dire que les musiciens, c'est une famille, mais dans les moments heureux comme difficiles, la famille a toujours été votre refuge, Danny Briand. Oui, j'ai toujours voulu avoir des familles. J'ai 3 enfants aujourd'hui. Même quand j'étais très jeune, j'ai voulu fonder une famille dès l'âge de 21 ans. Pour moi, c'est la force et le refuge. Ouais. C'est-à-dire que la famille, d'abord, c'est très discret pour un artiste, mais en même temps, c'est un refuge, et ça vous aide dans les moments difficiles. Oui, ça c'est vrai. Dans les moments, mais même dans les moments faciles, ça aide. Parce que quand vous avez une femme qui vous aime, elle vous dit quand ça va pas aussi. Oui. Je dis pas que vous avez la grosse tête, mais quand vous avez perdu le sens des réalités. Donc c'est important aussi qu'il y ait quelqu'un qui vous dit ça va, faut que tu redescendes un peu. Bon, alors c'est bien quand on a des moments durs, pour qu'elle vous dit aussi t'inquiète pas, c'est passager. Bon, d'accord. Ouais. Mais c'est bien aussi quand ça va un peu trop vite. Et ça vient de vos racines aussi, car la famille en Tunisie comme en France, c'était important. Oui, et vous voyez, c'est la seule chose que je regrette que 68. 68 a apporté beaucoup de choses, parce que les années 70, si vous voulez, c'est la conséquence de 68. 68 était comment dirais-je, une volonté de jeunes de se libérer du patriarcat, des règles. Mais il y a une chose, je trouve, qui a été exagérée et que je trouve pas bien, c'est l'éclatement de la famille. Parce que moi, je trouve que la famille, c'est la vraie chose d'une vie. Et tous ces divorces, tout cet éclatement de la famille, le rejet du père, le meurtre du père, tout ça, je trouve ça pas bien, moi. Moi, je trouve qu'il faut... Ça, s'il y a un truc qu'il faut revenir, c'est à une famille soudée. Mais ça aussi, vous en parlez pour la première fois, car pour un artiste, parler de sa famille, ça peut être un désavantage. Vous pensez pour avoir le succès auprès des jeunes filles? Mais bien sûr, on sait que Claude François a caché ses enfants, exactement. Et que d'autres l'ont fait aussi. C'est triste. Vous vous rendez compte de la tristesse des enfants? Oui, c'est vrai. Ah, ils le payent encore aujourd'hui. Ils le payent toute leur vie. Non, faut pas faire ça. Non, il faut dire la vérité toujours. Voilà. Et d'ailleurs, à propos de famille et d'amour, il y a une chanson de votre album qui évoque ce sujet. Je préférais comme on s'aimait avant. Je préférais comme on s'aimait avant, comme dans une chanson de Danny Briand. Il suffisait de regarder ses yeux, et puis soudain, on était une chanson de Danny Briand. Oui, je me suis auto-cité. Oui, c'est vrai. Non, parce que moi, je trouve que je suis un des rares qui dit que la vie est belle dans mes textes. Oui. Donc, c'est pour ça que je me suis cité. Je dis, parce que moi, j'ai toujours chanté Quand je vois tes yeux, je suis amoureux, j'ai perdu la tête. Donc, je me suis dit, finalement, il n'y en a pas beaucoup qui disent que la vie est belle. Donc, je me suis cité. Voilà. Mais en même temps, c'est un message d'espoir dont on a bien besoin. Bah, bien sûr. Vous êtes le village gaulois qui résiste à l'envahisseur. Absolument. Ouais, exactement. Alors, la vie est belle, a toujours été belle, parce que quand on voit votre biographie, vous venez d'une époque où la fête, c'était tous les soirs. On allait dans les discothèques, on se couchait tard, on riait, on allait dans les cabarets, c'était autre chose. J'ai vécu ça, cette période entre 20 et 30 ans, où c'est vrai qu'on sortait beaucoup, on apprenait beaucoup. Et la nuit, justement, j'ai fait des très belles rencontres, plus que le jour. Ah bon ? Oui, j'ai rencontré des gens qui sortaient la nuit, qui étaient très intéressants. J'ai eu beaucoup de conversations. J'ai l'impression que la nuit, on dit des choses qu'on ne dirait pas le jour avec les gens que j'ai côtoyés. Non, on prend le temps de dire des choses. Alors prend le temps, et puis je sais pas, il y a une espèce d'érotisme dans la nuit. Il y a quelque chose de... Voilà, Paris, surtout Paris la nuit, c'est une ville magnifique. Oui, il y avait une complicité quand on voit que Gainsbourg était ramené chez lui par les policiers parce qu'il sortait de l'Élysée-Matignon. On peut plus imaginer ça aujourd'hui. Non, aujourd'hui non, je crois pas. Ouais. Mais vous voyez, Gainsbourg, il sortait la nuit. Je suis sûr qu'il trouvait son inspiration sur les ponts de Paris ou je sais pas, parce qu'il y a quelque chose de la nuit de très particulier. Et vous, cette époque, vous la regrettez? Vous pensez qu'elle pourrait revenir aussi? Non, je ne regrette rien. Chaque époque a donné ce qu'elle pouvait. Simplement, aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est faire son chemin personnel avec son univers, ses amis à soi. On peut pas. Il faut qu'on arrête d'attendre de l'extérieur ou de la société ou du président qui nous amène quelque chose. C'est à nous de construire son univers. Et vous le construisez très bien dans cet album parce que, encore une fois, vous parlez de vous et de la société, ce qui est pas si fréquent chez les chanteurs. Et on va revenir
revenir à cet album avec la date de sa sortie, le 27 septembre 2024. A tout de suite sur Sud Radio avec Danny Briand. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Danny Briand. 27 septembre 2024, sortie cet album 70s. Alors, il y a le CD et il y a aussi le vinyle, c'est quand même un retour du vinyle qui doit vous toucher, Danny Briand. Oui, moi j'ai fait mon école avec les vinyles, le CD est venu plus tard. Je crois que quand j'ai fait mon premier album, c'était le dernier vinyle c'était en 91. J'avais un 45 tours, mais en vinyle. Je crois que c'est le dernier. Après il y en a plus eu. Donc je suis de l'époque du CD, moi vraiment. Mais mon école, mon oreille. C'est fait au vinyle et c'est un son très particulier qui est très, très doux, très chaud. Voilà. Et de vos jeunes années, la formation, c'était le vinyle. C'était le vinyle et l'autre fois, je parlais avec un directeur à la FNAC qui me disait que aujourd'hui, les ventes de vinyle égalent celles du CD. C'est quand même incroyable. Non, ça prouve qu'on revient aux sources. On revient à la vérité. Exactement. Son, ouais. Et effectivement, quand on voit les vinyles des années 80, il y avait des chefs-d'œuvre aujourd'hui avec un son très particulier. Oui, le son est très, très doux. J'aime beaucoup. Ça caresse l'oreille. Alors, ce nouvel album, donc 70s dont on parle, la pochette est étonnante parce qu'il y a des palmiers, il y a une voiture et une tenue blanche. Voilà. Moi, je voulais être à Los Angeles parce que pour moi, les années 70, c'est Los Angeles, c'est San Francisco. Vous savez que tout est parti de là-bas, la révolution, dans les universités, à Berkeley, tout ça. Et donc, je crois que les années fin 60 et début 70 se passaient beaucoup là-bas, côte ouest. Et vous êtes allé là-bas ? Bien sûr, j'y suis allé, j'aime beaucoup. C'est vrai qu'il y a une douceur de vivre. Peut-être un peu moins maintenant parce qu'on me dit qu'il y a beaucoup de problèmes. Enfin bon, je sais pas, mais à l'époque où j'y allais, je trouvais qu'il y avait cette espèce d'Eldorado dont on nous parle dans les chansons. Voilà. Michel Sardou et Richard Anthony sont installés à Los Angeles dans les 70. Beaucoup sont partis là-bas et sont revenus à chaque fois. Même Aznavour, il a eu sa période Los Angeles. Oui, il a vécu. Et il est revenu, il m'a dit qu'il n'aimait pas parce qu'il n'y avait pas de saison. Voilà, exactement. Marrakech, la même chose. Et voilà. Et alors, il se trouve que cette tenue blanche aussi, c'est un de vos symboles, Danny Briand. Bah écoutez, comme je me suis beaucoup influencé des 70, j'ai vu qu'il y a beaucoup de chanteurs à l'époque qui s'appelaient Jodassin, Henri Salvador, qui étaient toujours en blanc. Et Claude François aussi. Donc j'avais envie d'arborer le symbole au niveau du vêtement parce que j'attache beaucoup d'importance aussi au stylisme et j'ai trouvé que le costume blanc c'était très bien. Et d'ailleurs Jodassin qui a une raison, il y avait le Salvador Show qui existait avec Henri Salvador et sa femme Jacqueline et un jour Jodassin arrive et Jacqueline et Henri Salvador l'obligent à mettre une tenue blanche. Ah oui. Parce que c'était la tenue de rigueur. Et c'est comme ça qu'il a gardé ses costumes blancs ensuite tout au long de sa carrière. Ah oui, d'accord. C'est vrai qu'au début, il n'était pas en blanc, Jodassin. Non. Et ça lui va très bien, le blanc. L'émission s'appelait Salvador et il y avait aussi les mariages de Barclay. Chaque fois qu'il se mariait, c'était tenue blanche de rigueur. Donc on ne trouvait plus une tenue blanche dans Paris parce que tout le monde l'avait acheté. C'était tenue de mariage en fait, c'est un mariage, c'est la fête. Voilà. Et il y avait les soirées blanches aussi à Saint-Tropez, il fallait être habillé en blanc. C'est aussi une notion de fête qui n'existe plus. Oui, c'est une notion de joie. C'est vrai que s'habiller en noir, c'est un peu triste finalement. Et s'habiller en blanc, c'est assez gai. Alors, sur la pochette de cet album, il y a également une voiture. Et je crois que les voitures, c'était votre passion. Avec vos premiers succès, vos premiers cachets, vous êtes offert une belle voiture, je crois. Oui, c'est la première chose que je me suis acheté. Bon, c'est des trucs de garçon, ça. Oui. C'est un peu primaire. Mais je me suis acheté une Jaguar Type E parce que c'était la voiture de James Bond. Le problème, c'est que elle était vieille et chaque fois que j'avais rendez-vous avec quelqu'un, elle démarrait pas. Donc, parce qu'il fallait se mettre là, j'avais toujours les doigts noirs, il fallait que je tombe ma tête dans le moteur. À la fin, j'ai pris une R5. Moi, ça roulait. Mais bon, c'est vrai que c'est des voitures de collection. Si vous n'êtes pas mécanicien, c'est un enfer. N'en achetez pas. Alors, en revanche, ce qui démarre très bien, c'est cet album, avec une des chansons qui est une bonne nouvelle, C'est bon de se retrouver. Dans la vie, sans amis, on s'ennuie, on s'oublie, on vieillit, sans un bruit. Mais la vraie vie nous sourit à force d'être simple. Alors là aussi, c'est bon de se retrouver, c'est l'après-Covid. C'est l'après-Covid, c'est vrai que c'était une période très difficile, 2 ans, un an et demi, 2 ans. Et j'ai eu envie de faire une chanson là-dessus parce que là, je vais retrouver le public sans masque. Oui. Et on a oublié cette période, mais c'était terrible parce qu'il fallait avoir des papiers pour sortir, il fallait signer des papiers, mais on oublie, vous savez. Et je me suis dit que les chansons, ça fixe bien les choses. Pour se parler, on pouvait pas s'embrasser, il fallait se mettre à 10 km. Enfin bon, là, je vais parler de tout ça. Et c'est aussi une chanson sur les retrouvailles, aussi peut-être de quelqu'un qui est malade et qui retrouve son public. Enfin bon, il y a ce côté d'éloignement
dont je parle dans cette chanson, c'est bon de se retrouver. Oui, en fait, et vous le signalez dans cette chanson, il fallait signer un papier quand on allait promener son chien. Et, tout le monde avait des chiens. Ouais, et ça. je n'ai jamais vu autant de joggers dans la rue parce qu'on avait le droit de courir. Oui, ça oui. Et qu'est-ce que vous avez fait pendant le Covid ? Eh bien, moi, je me suis réfugié dans le Sud. Et j'ai préparé mon album sur Charles Aznavour parce qu'on est en 2018 quand Charles Aznavour a disparu. Je trouve qu'on parlait pas beaucoup de lui. Je comparais souvent avec Johnny Hallyday parce qu'ils sont morts un peu à la même. Un an de différence, oui. Ouais, et je trouve qu'on parlait pas beaucoup de lui. Il y avait pas d'émission de variété sur lui, tout ça. Donc moi, en tant que fils spirituel, enfin bon, c'est mon maître, c'était un ami. J'avais envie de lui rendre hommage et donc j'ai préparé pendant le Covid cet album. Et puis j'en préparais parce que je voulais faire un double album. Je voulais faire un album où je chantais tout seul et un album où je chantais en duo avec tous les gens qui aimaient Aznavour. Et donc, j'ai préparé tout ça. Et donc, pendant cette période, comme tout le monde était à Paris, personne n'était en province, personne n'était en tournée, j'ai chanté avec Patrick Bruel, Carla Bruni, Obispo, ils étaient tous là. Voilà. Donc voilà un des avantages du Covid. Et d'ailleurs, sur Internet, il y avait chacun apporté sa pierre avec une chanson. Il y avait des chorales extraordinaires qui sont créées autour de la tendresse de Bourvil, où des gens qui ne se connaissaient pas enregistraient une partie de la chanson et ça donnait un clip extraordinaire. C'était magnifique. Ouais. Alors, il se trouve qu'en plus, Aznavour et Johnny, je ne sais pas si vous le savez, ils se sont connus puisque quand Johnny a débuté, il n'avait pas d'appartement. Il a habité chez Aznavour à Montfort-l'Amaury pendant 2 ans. Et Aznavour a appris à Johnny à faire du cheval. Et avant qu'il tourne le film D'où viens-tu, Johnny ? C'est vrai que Aznavour a toujours accueilli les nouvelles générations avec beaucoup d'engouement. Et quand Johnny est arrivé, avec la plupart, comme c'était du yéyé, du rock, la plupart des gens l'ont un peu, vous voyez, squeezé. Bah, Aznavour, non, il était très content. Et je trouve qu'il surveillait toujours la nouvelle génération. Il est toujours à l'écoute des rappeurs, des gens qui faisaient de la chanson, qu'il aimait. Et je crois qu'il a écrit une très très belle chanson qui s'appelle Retiens la nuit. Exactement, pour Johnny, quand il était au service militaire. Il se trouve que aussi, dans cet album, dans cette chanson, vous dites, on va faire la fête. Et ça, la fête, elle est revenue. Pour vous, c'est essentiel, Danny Briand. Oui, la fête d'être ensemble, la fête de se dire que le meilleur est à venir, que même si voilà, s'il y a des problèmes, si la vie est un peu sombre, on peut continuer à s'aimer. Je trouve que la musique, en fait, des années 70, c'est une musique qui me fait monter l'énergie. Je sais pas pourquoi, il y a un truc à cette époque où les gens étaient heureux. Je repense toujours à Michel Fugain et le Big Bazar qui faisait la fête. Il a une chanson d'ailleurs qui s'appelle C'est la fête. Et c'est vrai que c'est une grande notion de cette époque. Et ça va être la fête puisqu'en 2025, il y a pratiquement un an de tournée. Oui, c'est ça. Moi, je vais faire la fête cette fois-ci. Bon, j'ai fait mon hommage à Aznavour. Bon, les chansons sont, comme vous le savez, étaient assez mélancoliques. Oui. Donc, il y a pas mal de gens qui n'ont pas retrouvé ce côté festif chez moi, ce côté danseur et tout ça. Donc, là, je renoue avec ça. Et je vais faire un spectacle très festif où les gens vont pouvoir danser et voilà, à nouveau. Alors, ce sera dans toute la France, mais je crois que le 6 mars 2025, vous serez à la salle Pleyel, oui, qui est célèbre pour le jazz, puisqu'il y a eu en 1950 un concert Paris Jazz Festival où il y avait Louis Armstrong, Stéphane Grappelli, Art Tatum et Django Reinhardt. Et il y en avait un autre avec Charlie Parker, je ne sais pas quelle date c'était, mais ça a été mémorable. Hein. Voilà. Alors, cette chanson qu'on a écoutée, C'est bon de se retrouver, elle débute votre concert, ouais, et il y a celle-ci qui termine votre concert. Mon amour, tu vis toujours en moi. En moi, je t'appelle dans le ciel, je t'écris à l'infini, tu es l'amour providentiel, je veux que tu reviennes dans ma vie. Alors qu'est-ce que c'est cette chanson ? Parce qu'il y a un triple sens finalement, on ne sait pas si vous adressez à une femme, à votre frère, à votre mère, au public. Bah écoutez, restons dans l'ambiguïté. Voilà. Comment est née cette chanson ? C'est une chanson qui a, vous savez, dans tous les couples, il y a des hauts et des bas. Alors, des fois, quand on essaye de reconquérir une femme, voilà, où on s'est fâché un peu, moi, je peux lui dire des mots, mais comme mon instrument, c'est la chanson, j'en ai écrit une petite pour essayer à nouveau de partir à sa reconquête. Donc voilà, c'est une chanson de reconquête où le type espère que les choses vont repartir. Oui, et en même temps, vous dites dans cette chanson que celles et ceux qu'on a connus ou aimés, que ce soit une femme ou un frère ou quelqu'un d'autre, ça reste toujours en vous, Danny Briand. Ah ça, j'y crois profondément. Je crois qu'on vit plus d'une fois. Je crois que l'âme continue son travail.
Enfin, ils sont là. Moi, mon frère, je le sens. Il est avec moi. Il vient dans mes rêves des fois. Il vient me parler. Il vient me dire il est venu 2-3 fois pour me dire qu'il était bien où il était, que j'avais pas de souci à me faire, qu'il était très content. Moi, j'y crois beaucoup. Maintenant, chacun son truc. Et ça se prouve pas, c'est pas scientifique, mais c'est un ressenti. C'est-à-dire que vous êtes quelqu'un qui pratique la nostalgie en la mettant au présent et même au futur. Ah bah ça c'est ce que je fais, oui. C'est-à-dire que j'ai digéré le passé pour en faire quelque chose de moderne. Je crois qu'il y a tout chez les anciens. Et qu'il faut toujours s'inspirer de ce qui s'est fait avant nous, mais pas de le répéter bêtement, mais de le mélanger avec quelque chose d'aujourd'hui. Ouais, alors c'est une très bonne initiative, mais vous êtes assez rare dans ce domaine à vous intéresser au passé. Quand on parle à des jeunes aujourd'hui, ils savent pas grand-chose. Moi, je crois que pour avoir un avenir, il faut bien connaître son passé. Exactement. Mais ça, c'est un travail de fond. C'est un goût que j'ai depuis toujours. Je ne sais pas pourquoi. Vous savez, à l'âge de 11 ans, j'ai acheté un disque de Glenn Miller. C'est un truc de fou. C'était pas du tout la musique de mon époque. C'est quelque chose de spécial, voilà. Mais j'ai connu après, d'ailleurs je vous ai vu dans certaines soirées, oui. Où il y avait des gens qui partageaient le même goût que nous. Dans les soirées d'Albert, bon ça dira rien aux gens je pense, mais à la Nouvelle Ève, au Bellagio, il y avait un petit noyau à Paris, même de gens qui s'habillaient d'époque, je ne sais pas si vous vous souvenez, oui. Les Azous, où il y avait ces gens qui partageaient le même goût pour nous, pour la chanson ancienne, quoi. Voilà, et ils étaient très nombreux, ouais. Et ça marchait très bien. Et ça cartonnait. Ouais. Et d'ailleurs, vous évoquez souvent Serge Gianni, qui a aussi compté pour vous, Danny Briand. Oui, parce que je crois que la mélancolie, l'émotion, Serge Gianni, qui est un chanteur, hein, c'est un comédien de la chanson, on pourrait dire. Je crois c'est lui qui a été le plus loin. Enfin, c'est lui qui me touche le plus quand j'écoute ses chansons. Et il a fait cette carrière grâce à Barbara, parce qu'elle l'a engagé sur scène en première partie, à condition qu'il apprenne son métier. Donc elle lui a donné son professeur pendant 6 mois, et après il a fait la carrière que l'on sait, car il était comédien avant. C'est rare, hein, vous savez, c'est très rare. Je crois qu'il n'y en a pas beaucoup des comédiens qui deviennent chanteurs. Il y a souvent des chanteurs qui deviennent comédiens, oui. Mais lui, je crois que c'est un cas très rare. Oui, il y en a eu quelques-uns, mais bon, Montand a commencé dans la chanson. Oui, mais c'est autre chose. Dans ce sens-là, oui. Mais dans le sens de Reggiani, c'est assez rare. C'est des Italiens, un peu comme vous. Oui, c'est les Italiens. Et puis, vous avez aussi la nostalgie de cette époque où on dansait le jerk, où on était serrés les uns contre les autres, Danny Briand. Alors le jerk, c'est la première fois que les gens arrêtent de danser tous les deux, à deux. Oui. Parce que pendant les années 50, vous savez, moi je suis plutôt 50 et 60, hein, oui. Vous le savez bien. C'est vraiment la grande époque des danses de couple, du cha-cha, du mambo, du rock. Et alors, dans les années 60, 70, les couples se défont et les gens dansent tout seuls. Donc ça s'appelle le jerk. Mais ils continuent à se regarder quand même. Mais ça témoigne de cette époque où, comme c'est j'ai toujours réfléchi à ça, hein, comme dans la danse de couple, c'est l'homme qui dirigeait, comme la femme se libérait en 68, elle voulait plus non plus que l'homme dirige. Donc elle s'est mise à danser toute seule, et l'homme aussi. Aujourd'hui, je crois qu'on danse beaucoup seul, mais on est beaucoup plus loin. Voilà. Et vous réfléchissez aussi à d'autres choses, comme vous le dites dans cette chanson, Dieu a besoin des hommes. Je suis perdu dans l'immensité. Je ne crois plus en l'humanité. Je suis tombé, je me lèverai s'il me reste encore la force. Alors ça aussi c'est étonnant, vous évoquez Dieu. Oui, j'évoque Dieu, c'est vrai. J'évoque Dieu parce que, en fait, je donne comme vous dites, j'ai fait un album très personnel, et donc j'évoque ma conception de la spiritualité, qui est un peu à l'inverse de ce que les gens pensent aujourd'hui. C'est-à-dire que les gens, en fait, pensent que en priant Dieu, il va se passer des choses. Ouais. Moi, je pense que c'est Dieu qui a besoin de nous. C'est-à-dire que pour moi, Dieu a créé le monde, ça c'est sûr, c'est indéniable. Simplement, il l'a créé inachevé. Et il nous a pris comme partenaire pour parfaire sa création. Donc c'est lui qui a besoin de nous. Vous voyez ce que je veux dire? Donc j'ai développé cette idée dans cette chanson, Dieu a besoin des hommes. J'ai pas dit que c'est l'homme qui a besoin de Dieu, j'ai dit c'est Dieu qui a besoin de nous. Alors, est-ce qu'on croit ou non en Dieu, c'est une autre chose, mais en tout cas, je crois que Dieu a cru en vous pour vous donner tous les bonheurs qu'il vous a offerts. Oh dis donc, quel compliment, merci. Alors cet album, donc c'est 70s, c'est le point de départ d'une longue tournée pour 2025. Et puis merci de vous être livré aussi avec autant de talent à travers ces chansons, c'est quelque chose auquel vous teniez. Oui, et puis merci à l'intervieweur, parce que sans question, il n'y a pas de réponse, ça veut dire. La réponse, elle est claire, il faut écouter 70s et allez vous voir sur scène. Merci Danny Briand. Merci Jacques, merci beaucoup. Et à bientôt. Les Clés d'une vie, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.